Bonjour Agatha Zielinski, merci pour cette très belle conférence qui a rencontré un franc succès, il faut dire. Vous avez décrit au début de la conférence la situation entre soignants et patients en termes de situation asymétrique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce caractère asymétrique ? Oui, bien sûr, il y a ce qu'on voit souvent au premier regard. Je dis souvent aux étudiants, essayez d'imaginer un extraterrestre qui arrive à l'hôpital. Il ouvre une porte, il ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il voit? Donc la plupart du temps, il voit une personne debout, une autre assise. Donc déjà, ça nous configure ce qu'on appelle la dissymétrie ou l'asymétrie de la relation de soins. Celui qui est debout, en général, il a une blouse, donc ça lui donne une fonction. Celui qui est assis ou allongé, il est souvent dénudé, donc ça veut dire qu'il est exposé. Il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur qui est questionné. Celui qui est debout, il a souvent un instrument. Ça peut être un stéthoscope, une seringue, enfin tout ce que vous voulez, mais un instrument, c'est toujours quelque chose qui agit sur autrui. Ça a un côté menaçant quand on ne sait pas ce que c'est. Et puis, ça, c'est ce qu'on voit. Après, il y a ce qui est sous-entendu par ce qu'on voit, c'est que celui qui est debout, il a un savoir, il a un savoir-faire, des compétences, puis du coup, il a un pouvoir aussi, un pouvoir d'agir, un pouvoir sur autrui. Et face à ça, celui qui est assis ou couché, le patient, il est en situation d'ignorance, de relative, en tout cas de questionnement, de demande, de plainte. Face au savoir-faire, lui, il est en situation de se laisser faire. Il doit d'une certaine façon obéir à ce qu'on lui demande de faire. Et puis, face au pouvoir d'agir, lui, il est en situation de vulnérabilité, en fait. Il est vraiment exposé, alors non seulement à sa maladie, non seulement à sa souffrance, mais d'une certaine façon, il est aussi exposé aux soins qu'on lui prodigue. Ce qui fait une situation doublement de passivité. Enfin, le mot patient, là, ça veut dire souffrir ou subir. Il subit la maladie, il subit aussi les soins qu'on lui donne. Donc là, on a vraiment quelque chose de très, très disproportionné au premier regard, quoi. Et comment rétablir une forme d'égalité entre le patient et le soignant? Quelles sont les ressources philosophiques qu'on pourrait mobiliser pour penser ce rétablissement d'une forme d'égalité? Il y en a pas mal. Alors moi, celle que j'aime bien nommer, c'est il y a un médecin et philosophe allemand qui s'appelle Victor Emil von Gebsattel, qui a vraiment le souci d'associer la dimension thérapeutique et la dimension éthique de la relation. Alors lui, il va dire une bonne relation de soins, c'est une relation de soins qui inclut 3 moments. Le premier moment, il dit mais c'est simplement un moment d'humain à humain. Enfin, le médecin, c'est d'abord un être humain qui voit quelqu'un souffrir et qui a envie de lui venir en aide. Ça, c'est la compassion, en quelque sorte. Enfin, lui, il parle de sympathie. Et puis Gebsattel dit qu'il y a un deuxième moment qui est nécessaire, qui est le moment justement de l'exercice par le médecin de ses connaissances, de ses compétences, de son savoir-faire. Et là, pour lui, le patient devient un objet de soin. Donc là, c'est vraiment le moment où cette inégalité, elle est légitime, elle est même requise. Mais Gebsattel dit, si on en reste là, on perd un peu la dimension éthique. Donc il introduit un troisième moment, qui est le moment du partenariat, en quelque sorte. C'est le moment où on revient à une relation de personne à personne et où le médecin doit rendre le patient partenaire des décisions prises. Donc finalement, les décisions du traitement, de la finalité du traitement, se mettent en place ensemble. Après, on peut parler de l'alliance thérapeutique chez Ricoeur. Et puis après, il y a la manière de faire de Lévinas. Alors Lévinas, lui, il va complètement renverser, mais complètement. Enfin, si on était comme ça, lui dit la symétrie, c'est ça. C'est-à-dire, celui qui exerce un pouvoir sur l'autre, c'est pas le bien portant, le médecin, le soignant qui a un pouvoir sur le patient, c'est le patient, du fait de sa vulnérabilité, qui a un pouvoir moral sur le bien portant, sur le soignant, sur le médecin. C'est le pouvoir de sa vulnérabilité. Enfin, c'est ce que Lévinas nomme l'appel que m'adresse la souffrance d'autrui. Et cet appel, il a tout pouvoir sur moi, au sens où il m'oblige, au sens vraiment moral du mot obligé, il m'oblige à répondre. Et vous affirmez que ce pouvoir, entre guillemets, on pourrait l'appeler un pouvoir moral du patient sur le soignant, qui renverse l'asymétrie originelle, s'applique même dans les cas où la communication, en tout cas verbale, semble impossible.
Oui, moi j'ai vraiment un questionnement sur ce que j'appelle des situations extrêmes de la relation de soins où on est effectivement, comme soignant ou comme accompagnant, exposé nous-mêmes. Par exemple, une personne en fin de vie ou une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative qui ne communique plus du tout, qui a des comportements dont le sens nous échappe totalement. Au fond, ce qui nous met en difficulté, c'est qu'il n'y a plus de réciprocité avérée dans ce genre de relation. Et il me semble que chez Lévinas, on peut trouver un ressort pour nous aider à vivre ce type de relation, parce que Lévinas affirme que la relation, ce qu'il appelle la relation éthique, est une relation non réciproque, où je ne dois pas attendre un retour d'autrui. Alors, bon, si on en reste là, on est un peu en difficulté, parce que qu'est-ce que c'est qu'une relation sans réciprocité? Est-ce que c'est encore une relation? Mais l'alternative qu'on peut trouver chez Lévinas, c'est ce qu'il appelle la proximité. Proximité, c'est une relation qui n'est pas forcément basée sur la réciprocité, c'est se rendre proche même de celui, enfin moi je dirais même de celui qui n'est pas communicant, même de celui avec lequel il n'y a plus ce ressort de réciprocité. La proximité, alors comment il dit Lévinas, c'est se rendre présent au visage de l'autre, juste se rendre présent. Alors si on tire un peu, se rendre présent, être juste présent, c'est pas juste être assis passivement, c'est-à-dire que si moi j'entre dans la chambre de quelqu'un qui ne communique plus, si je m'assieds là, il va nécessairement se passer quelque chose pour moi. C'est-à-dire que cette présence de quelqu'un qui peut-être ne fait plus que respirer, moi ça va me changer. Ne serait-ce que par l'inquiétude que ça provoque. Enfin, est-ce qu'il y a une légitimité? Est-ce que je reste ou pas? Enfin, ce type de questionnement me change, me transforme. Et si j'analyse ce qui se passe, ça veut dire que cette personne même non communicante, elle a un pouvoir d'action paradoxal parce qu'elle n'a pas l'initiative sur moi. Et le fait que ça me change, et le fait aussi que je me découvre en insécurité, au fond, ça produit quelque chose comme une relation. Et au fond, ça sert aussi de révélateur à quelque chose qu'en général, on n'aime pas tellement voir chez soi quand on est bien portant, quand on a un savoir, quand on a des compétences. C'est que là, quand je suis assise à côté de cette personne, je ne sais pas. Mon savoir, mon savoir-faire, mon pouvoir sur elle sont mis à mal, sont pas annihilés, mais en tout cas ne sont plus opérants. Je ne sais pas. Donc ce que me révèle cette personne sur moi-même, c'est que moi aussi je suis vulnérable. Bon, dit comme ça paraît évident, mais du coup ça rétablit une égalité. On est ensemble vulnérables. Vous parlez même d'une sorte presque de résistance freudienne à la constatation du fait que je suis dépendant, que je suis fondamentalement vulnérable, oui. Et peut-être qu'une des raisons du rejet de la dépendance de l'autre, c'est qu'elle me révèle d'une certaine manière une dimension de mon être que je ne veux pas voir. C'est ça. Moi, j'ai été très éclairée par l'expression de Freud, l'inquiétante étrangeté. Au fond, il dit que ce qui nous inquiète, ce qu'on a envie de rejeter comme étant quelque chose de monstrueux ou à la limite de pas humain, c'est en fait quelque chose qui nous révèle, si on veut bien être à l'écoute de ce qui se passe en nous, plutôt une familiarité. En fait, quand je suis face à une personne dans une extrême dépendance, je peux être tentée de fuir. Mais je peux être tentée de fuir parce qu'en fait, je ne veux pas lui ressembler. Mais si l'inquiétante étrangeté a quelque chose à nous dire, c'est qu'en fait, je suis renvoyée à une expérience que nous avons tous fait. C'est l'expérience initiale du nouveau-né d'être complètement dépendant. Et comme c'est une expérience ambiguë, c'est-à-dire que si ça se passe bien, je reçois des soins, je reçois de la tendresse, je reçois quelque chose de ce que Lévinas appelle la proximité, mais en même temps, j'ai fait l'expérience tout petit d'un pouvoir de l'autre sur moi, d'une emprise. Et ça, je n'en veux plus. Et quand je vois quelqu'un de dépendant, ça renvoie, alors même pas à ma mémoire, mais à quelque chose qui a laissé des traces profondes en moi. Et je suis au carrefour, en quelque sorte, entre la tentation de rejeter cette dépendance en dehors de l'humanité, ou bien le chemin d'accueillir que cette dépendance me renvoie une expérience qui est là en moi, et qu'au fond, nous sommes justement de la même humanité. Enfin, ça nous renvoie à quelque chose d'un fondamental de l'humanité.
Ça va pas de soi de faire ce chemin-là, mais je pense que c'est un chemin qui nous est offert, qui est possible, quoi. Madame Zielinski, merci beaucoup pour cette conférence et pour cette interview.